Bienvenue au cœur du patrimoine. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous en terre minière. Depuis 2012, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais fait partie du millier de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, aux côtés de merveilles du monde. 4000 hectares et 353 éléments, fosses, chevalements, cavaliers, cités ouvrières, écoles, terris sont ainsi reconnus dans le périmètre inscrit. Pour comprendre cette distinction, nous vous emmènerons de Lens à Béthune, dans des lieux empreints d'histoire, fortes et en pleine reconversion. À l'image du carreau 99 bis à Wany, construit dans les années 30 dans le style néo-régionaliste, cet ensemble monumental est l'un des témoins majeurs de la renaissance des sites miniers avec sa nouvelle salle de musique actuelle, le Métaphone. Vous verrez également que la puissance des compagnies minières et de ses dirigeants s'est exprimée dans l'édification de jolis bureaux, maisons d'ingénieurs ou encore maisons syndicales. Nous nous rendrons également dans la cité des électriciens et la cité des fleurs à Bruy-la-Bussière. Ces deux ensembles évoquent tout un pan de la vie en collectivité dans le bassin minier. Et enfin, quand l'homme aide la nature à reprendre ses droits, cela donne le remarquable résultat du parc des îles à Hénin-Beaumont. Implanté sur une ancienne coquerie, ce parc offre un beau terrain de jeu à quiconque pour la pratique des sports de nature. Et pour commencer, je suis à Wany, au cœur du bassin minier. Le carreau de fosse 99 bis, qui se situe derrière moi, fait partie des 5 grands sites de la mémoire minière et il symbolise aussi l'avenir du territoire. Avant de découvrir son histoire et sa métamorphose, arrêtons-nous sur l'identité du paysage culturel du bassin minier. Gilles, merci de m'accueillir dans l'un des 5 sites majeurs du bassin minier, reconnu donc par le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui permet tout simplement de changer son regard sur cette zone de la région Nord-Pas-de-Calais qui longtemps a été finalement victime d'une certaine image négative. Oui, tout à fait. C'est un des objectifs qu'on avait quand on a commencé à s'inscrire dans cette grande et longue aventure de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Territoire qui effectivement a souffert, a subi une crise industrielle, économique, sociale évidente, avec son cortège d'images pas forcément reluisantes. On a donc travaillé à la caractérisation, l'identification, la hiérarchisation de ces éléments de patrimoine. Un patrimoine qui n'est pas à l'image des châteaux de la Loire ou du Mont-Saint-Michel ou des grandes pyramides d'Égypte. Un patrimoine qui mérite sans doute d'être révélé, notamment parce que c'est un patrimoine qui est encore habité, qui est encore vécu au quotidien. Et donc il y a tout un travail qu'on a mené comme ça pendant 10 ans pour réussir à identifier ce qui faisait sens à l'échelle de ce grand territoire. Et qui a abouti à l'inscription du bassin minier le 30 juin 2012. Et ce qui fait sens finalement, par exemple, c'est ce genre d'architecture avec les chevalements, les sites d'extraction. Il y a aussi d'autres lieux remarquables, des lieux d'habitation, des cités minières en tant que telles. C'est vrai que c'est assez étonnant en fait, de se dire que tout cela, c'est aujourd'hui reconnu en fait, au patrimoine mondial et qu'il faut le préserver et le faire connaître. Tout à fait, alors c'est effectivement un patrimoine très divers. Il a fallu d'abord démontrer le caractère universel et exceptionnel. C'est les clés d'entrée pour être inscrit au patrimoine mondial. Alors le caractère universel, c'est l'extraction du charbon, l'extraction d'un matériau produit par la terre. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre de tout temps, l'exploitation des richesses de la terre. Le métier de mineur, qui est aussi un métier universel qu'on trouve partout dans le monde. Et le caractère exceptionnel du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, c'est l'état de conservation finalement de ce patrimoine. On se rappelle que l'exploitation démarre tout doucement en 1720 et connaît un siècle et demi en gros de très grosses activités pour s'arrêter en 1990. Ici, à Wany, effectivement, sur le site du 99 bis. Et on a finalement toute l'histoire de l'industrie minière répartie sur l'ensemble du territoire et qui s'exprime dans un patrimoine architectural, un patrimoine paysager très divers. Donc aujourd'hui, on a 353 éléments qui constituent le bien. Donc effectivement, on n'embrasse pas aussi facilement le patrimoine minier. C'est évidemment les grands carreaux de fosse comme celui qui est derrière vous, 5 sites de la mémoire, dont on parle beaucoup, le site du 99 bis à Wany, le site du 11-19 à Los-Angoël, le site minier d'Arambert à Wallers-Arambert, le centre historique minier de Leeuwarden évidemment,
Et puis la cité des électriciens à Bruay-la-Bussière. Et finalement, quand on porte son regard sur ce patrimoine qui demande qu'à être révélé, on se rend compte qu'il y a une réelle recherche architecturale à chaque époque. Bien sûr, ça a été un des éléments importants effectivement qu'on a mis en lumière, c'est la diversité. On a souvent parmi les images un peu caricaturales, l'image du coron par exemple, qu'on aurait tendance à définir comme étant l'habitat minier, alors que finalement il y a une très grande diversité des cités minières. On a distingué plusieurs périodes de construction, les corons étant les plus anciennes habitations qu'on a construites, mais on a ce qu'on a appelé les cités pavillonnaires, les cités jardins qui sont une déclinaison des cités pavillonnaires, et puis les cités modernes. 4 époques de construction qui à chaque fois sont marquées aussi par une grande diversité des styles. On avait des compagnies minières privées qui étaient très en concurrence les unes avec les autres, et le logement de tout temps a été un des éléments d'attractivité pour ces compagnies, et elles ont toutes rivalisé pour avoir effectivement des styles, des caractères architecturaux très marqués, et on a su dans le cadre du dossier d'inscription matérialiser, caractériser cette diversité architecturale. Et dans les 353 éléments qui sont inscrits au patrimoine mondial, on a aujourd'hui 124 cités qui représentent à peu près 23 000 à 24 000 logements qui bénéficient de ce statut majeur. Et parmi elles, la cité qui est juste en face de nous, en fait, ici, en fait, ce carreau 9 bis qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'évoquer un peu plus en détail à la fin de cette émission, notamment du côté de Bruay-la-Bussière. Ce sont des ensembles majeurs qui sont d'ailleurs en pleine reconversion pour certains. Avant cela, justement, il y a d'autres lieux emblématiques, hein, évidemment, du bassin minier qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il y a les lieux de pouvoir des compagnies minières. Certaines riches et puissantes se sont faites construire des bureaux remarquables ou encore des maisons d'ingénieurs très soignées. Les maisons syndicales également ont elles aussi fait l'objet d'attention particulière. Le patrimoine bâti de l'exploitation minière, ce ne sont pas que des corons. Les grandes compagnies des mines avaient bien sûr leurs riches dirigeants. Les grands patrons et les hommes aux fonctions prestigieuses travaillaient et vivaient dans des édifices souvent remarquables. À Lens et à Liévin, les grands bureaux encore debout sont particulièrement représentatifs de ces lieux de pouvoir et de décision. Les anciens grands bureaux de la Société des mines de Lens qui sont derrière moi, hein, vous voyez une très importante façade, hein, plus de 80 mètres de long et près de 40 mètres de haut. C'est une réalisation de l'architecte Louis-Marie Cordonnier à la fin des années 20. C'est un architecte régionaliste, il réinvestit là, je dirais, tous les éléments de l'architecture de la Renaissance flamande. Donc on va retrouver cette toiture à forte pente, ces pignons à redans, hein, ce motif d'escalier, l'usage de la brique en façade. Hein. Quand on regarde cette façade, on discerne très facilement et presque au premier regard où se trouvent les dirigeants de la Société des mines de Lens. Vous voyez cet étage noble avec ces bandeaux de ciment blanc, hein, qui mettent en valeur vraiment le lieu du pouvoir. Le prestige des sociétés minières ne se retrouvait pas que dans les lieux de travail des dirigeants. Leur résidence était souvent impressionnante. Aujourd'hui, hôtel de ville de Mazingarbe, le château Mercier a été édifié au tout début du XXe siècle. C'était la demeure de Louis Mercier, le directeur général de la Compagnie des mines de Béthune de 1895 à 1927. Ça a été son lieu de résidence, à lui et à ses successeurs, mais c'était aussi un lieu de réception. C'est là qu'on faisait un certain nombre de réunions avec les investisseurs et les dirigeants de la compagnie. Et donc on a vraiment un écrin avec ce parc, avec cette architecture d'inspiration classique qui signe sa fonction de lieu de réception et de lieu d'apparat en fait, hein, pour la compagnie des mines de Béthune. Donc on retrouve une architecture classique, hein, avec des combles mansardés, des œils de bœuf, tout un tas d'éléments, hein, les fenêtres cintrées, les agrafes, etc. Juste à côté d'ici, hein, on a ce qu'on appelle le boulevard des Platanes, un boulevard planté, hein, ça fait aussi partie des qualités paysagères dans l'aménagement fait par les compagnies des mines. Et le long de ce boulevard, on a toute une série de belles demeures réservées aux ingénieurs qui étaient notamment embauchés au niveau du grand complexe de carbochimie qui se trouve juste à côté. Donc on va retrouver une série de demeures avec des volumétries assez imposantes, hein, et puis des styles, des décors assez différents. On a des influences art déco, balnéaires, régionalistes, en tout cas de très belles demeures. À l'image du château Mercier, hein, on traduit dans l'architecture et dans la pierre la hiérarchie de la société.
Face à la toute-puissance des compagnies minières, un contre-pouvoir s'est imposé, celui du syndicat des mineurs. Eux aussi ont voulu asseoir leur puissance et la maison syndicale de Lens en est une preuve tangible. C'est un édifice qui est construit en 1910 en réponse à la catastrophe des mines de Courrières de 1906 qui a fait 1099 morts. Ça a marqué vraiment une rupture, une accélération de la constitution du mouvement syndical minier. Quand on regarde la façade, on retrouve une architecture d'inspiration classique, on retrouve ces comblements mansardés, les œils de bœuf, ce fronton curviligne avec ce beau relief de mineurs. On retrouve aussi, si on regarde un peu plus près, ces motifs de tête de lion. C'est un symbole de puissance évident et cet édifice au final, il symbolise très clairement la volonté des mineurs et du syndicat d'afficher à la fois leur respectabilité et leur puissance face au patronat des mines. Du haut du grand balcon central, les leaders syndicaux haranguaient la foule des manifestants lors des grands mouvements de grève. Un lieu chargé d'histoire qui rappelle à chacun que la grande puissance de l'exploitation minière s'est bâtie avec tous les hommes qui y ont travaillé. Je suis toujours à Wagny sur le carreau de la fosse 9-9 bis. Regardez autour de moi les deux chevalements serrés dans ces jolis bâtiments de briques rouges et béton armé. Inscrit monument historique depuis 1994, cette construction des années 30 se distingue à plusieurs kilomètres à la ronde. Elle fait l'objet d'un soin particulier et est en train de devenir un pôle culturel mariant histoire et musique, notamment par le biais du métaphone, salle de spectacle et instrument de musique. Oui, vous avez bien entendu, ce bâtiment est un instrument de musique. Émilie, merci de m'accueillir à l'intérieur du bâtiment des machines de la fosse 9-9 bis. L'impression que l'on a lorsqu'on entre à l'intérieur ici, c'est ce silence en fait qui règne, mais j'imagine qu'à l'époque, on avait un bruit assourdissant. Alors en fait, c'est vrai que un minier, c'est bruyant, surtout au fond, et pour certaines machines comme les compresseurs ou le groupe convertisseur qui est derrière dans une autre salle. Mais par contre, cette machine-là, qui est le tambour bicylindre conique, qui permettait de faire fonctionner les cages d'ascenseur, les faire monter et descendre dans le fond de la mine, ce n'était pas une machine particulièrement bruyante. On entendait le roulement en fait, du tambour, mais voilà, elle était très précise, régulée comme une horloge, si on peut dire, et voilà, ce n'était pas une machine très bruyante. Elle est impressionnante, mais pas bruyante, c'est voilà. Ce qu'on retiendra. Alors, on a juste derrière en fait, le chevalement, ce câble en fait, que l'on voit ici, était relié directement au chevalement et permettait donc de faire monter et descendre en fait, à la fois les machines, les mineurs et puis le charbon aussi, de le faire remonter. Voilà, alors en fait on a un tambour, ce qu'on appelle un tambour bicylindre conique, c'est un peu technique, mais c'est vraiment un tambour qui a une forme particulière, il a un diamètre important au centre et plus rétréci sur les côtés et ça permet de faire réguler la vitesse. Il y a un câble qui s'enroule et se déroule sur le tambour. Il monte jusqu'en haut du chevalement sur la molette, qui est une grande roue si vous voulez, et en fait il descend à l'aplomb des cages d'ascenseur et du coup on a un va-et-vient comme ça des cages d'ascenseur pour faire à la fois descendre les mineurs mais aussi le matériel et faire remonter le charbon. Et ce qui est assez remarquable aussi finalement lorsqu'on découvre cette ambiance aujourd'hui, c'est l'authenticité évidemment des lieux et surtout l'architecture qui est somme toute assez recherchée. Oui, c'est vrai qu'on a un site qui est à la fois fonctionnel puisque le but c'était produire et d'aller rechercher du charbon, donc c'est un site industriel, mais il y avait un effort de la compagnie des mines de Dourges pour avoir une architecture qui embellissait le site et qui montrait que voilà, la compagnie avait beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesse. Et donc c'est un site qui est construit dans les années 30 et où on a l'utilisation du béton, de la brique, du métal aussi pour les chevalements et on a vraiment une cohérence dans la construction, autant en termes d'architecture que dans aussi l'agencement des bâtiments entre eux. Alors très simplement, en fait, ici on est dans l'une des ailes, ça forme un U en fait finalement, les bâtiments
bâtiment que l'on découvre lorsqu'on arrive face à cette fosse 99 bis. Tout à fait, oui. On a vraiment une façade qui donne face à la cité de Clerc, qui est la cité jardin qui est en face du site. Et on a ce grand U qui comprend, donc, qui s'appelle le bâtiment des machines et qui comprend alors toutes les machines qui permettaient en fait de faire fonctionner le carreau de fosse et d'aller chercher du charbon. Donc on a la salle des compresseurs. Donc les compresseurs, c'est vraiment les machines qui permettaient de produire de l'énergie. On n'utilisait pas d'électricité, mais on utilisait de l'énergie, ce qu'on appelle pneumatique. Donc c'est l'énergie qui est produite par les compresseurs et qui permettait de faire fonctionner les marteaux-piqueurs, marteaux perforateurs au fond de la mine. Donc voilà, cette salle-là, elle est vraiment comprise complètement par ces compresseurs. On a deux salles avec des machines d'extraction. Il y en a deux en fait, parce qu'à chaque puits correspond à une machine d'extraction. La machine du 9 bis pour le puits 9 bis et la machine du 9 pour... Ici et de l'autre côté, voilà, évidemment. Le pendant de l'autre côté. Le 9 bis. Alors, ça, ce sont les bâtiments principaux. À l'extérieur, on a aussi beaucoup de dépendances qui servaient tout simplement à la vie quotidienne, à l'administration, par exemple. Oui, on avait ce qu'on appelle les bâtiments administratifs qui faisaient vraiment le lien avec la vie au jour, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de mineurs sur le site. Il y en avait 2200 au moment le plus important de l'extraction. C'était l'un des plus importants sites du bassin minier ici? Alors dans les années 60, c'était vraiment un des sites très importants. Après, bien sûr, la production du charbon a commencé à ralentir, etc. Donc voilà, c'était le dernier site à avoir fermé en 1990. Mais il y avait d'autres sites aux alentours qui produisaient aussi énormément. Et quand on est sur le bassin de Lens, à un moment donné, produisait quand même davantage que sur ce site ici. Alors revenons très rapidement sur les pavillons. Et donc les bâtiments administratifs, eux, donc comprenaient des bureaux, des ateliers, la salle des douches aussi, qui est vraiment le lieu symbolique sur le site, qui permettait aux mineurs en fait, de se changer et ensuite d'aller travailler au fond de la mine. Et tout cela est en pleine reconversion, puisqu'il y a une restauration totale à la fois de l'extérieur, mais aussi des intérieurs, et des touches contemporaines avec la très jolie salle de spectacle, le Métaphone. Oui, alors c'est vrai que le site est compris dans un projet culturel qui allie la découverte patrimoniale, mais aussi la vie musicale en fait, avec le Métaphone qui est donc une salle de concert, et aussi donc tous des éléments qui viennent compléter ce projet culturel avec la salle des douches, qui était vraiment le lieu symbolique et qui va comprendre des studios d'enregistrement, des salles de pratique, un auditorium, les bureaux en fait, de la future équipe qui va gérer le projet. Et donc une salle qui doit à la fois garder cette empreinte industrielle et cette empreinte historique forte, et en même temps une touche moderne, comme vous le disiez, puisqu'il y a vraiment le principe de rajouter des éléments résolument modernes, mais sans vraiment nuire à l'architecture. Donc on a le principe de la boîte dans la boîte, et donc voilà, tous les bureaux qui seront rénovés, mais en gardant l'esprit des lieux. Alors Émilie, évidemment, chaque carreau de fosse avait à proximité son bassin de vie avec tous les équipements nécessaires à la collectivité, églises, écoles ou encore maisons. Certaines cités minières ont subi peu de transformations ou font l'objet d'une requalification. En voici l'exemple avec la cité des électriciens et la cité des fleurs à Bruy-la-Buissière. Pas besoin d'être expert pour reconnaître du premier coup d'œil une cité minière. Cet alignement caractéristique de maisons de briques ne trompe pas. À Bruy-la-Buissière, les corons sont légion. Tantôt restaurés, tantôt déserts ou habités, ils vivent chacun leur destin. Parmi ceux-là, la cité des électriciens. Inhabité depuis longtemps et classé monument historique en 2009, le lieu fait peau neuve et deviendra en 2017 un grand site de la mémoire minière, car il ne manque assurément pas de cachet. Ça fait partie en fait des cités les plus anciennes du Nord-Pas-de-Calais. Elle a été construite entre 1856 et 1861. En fait, elle est intéressante à plusieurs niveaux parce qu'elle se situe dans la tradition de ce qu'on appelle les corons. C'était un mode d'habitat traditionnel du mineur. Et une petite nouveauté à l'époque qu'on appelle la cité pavillonnaire. Ce sont des espaces qui sont relativement restreints. En moyenne, on est sur 25-30 mètres carrés de surface de vie. Et la petite nouveauté à l'époque, qu'on va leur accorder donc, aux mineurs, c'est la présence de ces petits carins, donc ces petits logements qui sont en face de la maison. Nous voici ici justement dans un carin, donc avec cette forme bien particulière qui rappelle encore une fois l'habitat minier. C'est une surface supplémentaire qui va permettre en fait d'avoir un lieu de stockage qui n'est pas dans la maison mais à l'extérieur et qu'on va pouvoir utiliser comme par exemple salle de bain ou comme pièce pour mettre le four pour faire la cuisine, pour désengorger un petit peu la maison.
Les briques rouges locales et artisanales de l'époque font une mosaïque étonnante de formes et de nuances variant de l'orange au noir sur les façades des maisons. La cité, pensée par les ingénieurs des mines, est agrémentée de nombreuses ouvertures. Portes et fenêtres permettent d'aérer les tout petits logis très humides. Mais la grande nouveauté de ce milieu du 19e siècle, ce sont les jardins offerts aux mineurs qui vivent ici. On peut croire que c'est comme ça, c'est un geste charitable de la Compagnie des mines. En fait, non, c'est aussi un moyen de pression sur les mineurs parce qu'on a compris que les mineurs passaient beaucoup de temps dans les estaminets et donc on va les encourager à passer du temps dans leur jardin pour passer moins de temps dans les estaminets. C'est vraiment un moyen de lutter contre l'alcoolisme à l'époque. À la différence de celle des électriciens, la Cité des Fleurs n'a pas changé de vocation. Elle est toujours habitée et ressemble brique pour brique à celle qu'elle était lors de sa naissance en 1913. On a changé de cap en fait, on a changé d'esprit, ce ne sont plus les ingénieurs des mines qui construisent les maisons, mais ce sont des architectes. Donc les architectes ont ce souci entre guillemets de l'esthétique et ils vont apporter justement des reliefs qu'on ne trouvait pas auparavant dans les corons avec l'utilisation de cette pierre silico-calcaire. La hiérarchie des bâtiments est bien visible dans cette rue puisque vous avez un traitement de faveur au niveau de l'architecture en fonction de votre catégorie sociale. Si vous êtes employé dans la Compagnie des mines de Bruay, vous allez avoir une maison beaucoup plus grande, beaucoup plus travaillée en façade que si vous êtes un simple mineur. Au bout du quartier, à 2 pas des logements, la fosse numéro 6. On retrouve à la Cité des Fleurs l'organisation typique de la vie minière de la région. La main-d'œuvre vit tout près du lieu de production. L'idée des grands patrons est de garder une vraie mainmise sur leurs ouvriers. Il ne faut pas oublier que Bruay, c'est quand même un lieu où il y avait quand même beaucoup de travail. On avait jusqu'à 7 puits de mines sur le territoire. Donc la main-d'œuvre avait tendance à être un petit peu mobile. Donc pour fixer de manière durable cette main-d'œuvre, il fallait lui proposer des services qui répondaient à ses besoins. D'où l'apparition des écoles, l'apparition des chapelles ou des églises, ou même encore un cimetière pour prendre en charge la vie du mineur du début à sa naissance, à la fin, à sa mort. Bien pensés et commodes, les lieux de vie bruaysiens sont pour beaucoup encore habités, à l'image de la Cité du Nouveau Monde. À 2 rues de la Cité des Fleurs, ce coron traditionnel a été réhabilité en 1989 par l'architecte Marc Bretman. Ici, le lieu a gardé son âme, mais a gagné un espace urbain moderne avec des places, des courbes, des espaces verts et des lieux d'échange ouverts sur la ville d'aujourd'hui. Et pour terminer, Gilles, nous sommes à Hénin-Beaumont, au cœur du Parc des Îles, vaste ensemble paysager, et c'est à peine croyable, entièrement créé par l'homme il y a moins de 10 ans, puisque auparavant, ici, nous avions une ancienne coquerie. Tout à fait, on est sur un des exemples les plus significatifs de la reconversion du bassin minier et notamment de la requalification de ces friches industrielles, processus qui est engagé depuis un long moment. Et on a aujourd'hui effectivement un espace qui est assez improbable dans une région à forte connotation industrielle, où la nature a repris ses droits, largement aidée par la main de l'homme. C'est un ensemble qui s'inscrit dans un plus large ensemble qui est celui qu'on appelle aujourd'hui la chaîne des parcs, concept inventé par Michel Desvignes. Et là on est sur un parc qui a fait l'objet du premier concours de paysagistes dans le bassin minier, remporté par l'équipe ILEX, le paysagiste Guéric Perret. Et c'est une opération qui a été menée par la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin depuis maintenant une dizaine d'années. Et ce parc, évidemment, fait partie du patrimoine naturel, en fait, aujourd'hui du bassin minier, complété par ces terrils qui sont finalement les seuls éléments, les seuls symboles, en fait, marqueurs de cette ancienne activité, la coquerie qui était juste à côté. Tout à fait. Alors quand on est effectivement comme ça à plat, les terris émergent et semblent être les seuls signaux, mais il ne faut pas oublier que juste derrière les terris, on a forcément des cités minières, jamais très loin. La cité d'Arcy, la cité Nouméa, juste derrière nous. Donc c'est toujours cette notion d'ensemble, de paysage culturel évolutif qu'on a en tête quand on essaye de valoriser ces sites-là. Ici, on est sur un des spots en émergence sur la pratique des sports de nature. C'est vraiment un axe important de notre réflexion en termes de développement touristique. On a signé avec l'État au mois de juin un contrat de destination. Ça veut dire que le bassin minier devient une destination touristique au même titre que la Corse, la Dordogne ou Paris. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, on peut se balader, randonner en fait sur ces terrils. On voit d'ailleurs là-bas tout en haut 2 personnes. Il y a comme ça de longs parcours en fait qui permettent tout simplement de comprendre un petit peu finalement l'organisation
valorisation du territoire et aussi d'être au contact de cette nature qui reprend ses droits. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est dans une méthode qui vise en permanence à combiner le respect de l'environnement, la préservation de la biodiversité et la réappropriation des terris pour la population du bassin minier, mais aussi pour une population de touristes qu'on souhaite accueillir sur ce territoire. Donc pour ça, effectivement, il y a toute une stratégie d'aménagement, d'équipement des sites, une programmation événementielle. Et voilà, on est vraiment dans cette stratégie partenariale de reconquérir ces sites, d'en faire des lieux de pratique, des lieux de plaisir, d'aménité. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il fallait prendre un petit peu de hauteur et ici, lorsque nous sommes en haut du terril ou même si nous avons la chance d'avoir des images aériennes, on découvre en fait effectivement ce découpage sous forme d'îlots, cet encerclement en fait de petites zones de promenade et de détente. Tout à fait, c'est le concept original dessiné par Guéric Perret qui a souhaité faire un parc connotation assez urbaine, assez architecturée en termes de paysage, et avec cette notion d'îles qui sont soit des îles au milieu de l'eau, soit sur la partie plus terrestre du parc, des îles qui sont en fait le résultat de tout ce qu'on a repris de terre pour creuser les bassins et dont on a fait des émergences. Et donc, vu d'en haut, effectivement, on a cette mosaïque d'îles thématiques, avec des jardins, de l'eau, des activités qu'on peut mener sur ces différents endroits. Complété par la maison de l'environnement qui fait face à nous, une très jolie maison qui s'intègre parfaitement dans le paysage et qui amène le visiteur à s'attarder un peu plus encore sur ce site qui aujourd'hui devient totalement naturel. C'est ça aussi, l'inscription au patrimoine mondial dans le cadre des paysages culturels évolutifs et vivants, c'est montrer que le patrimoine, c'est un levier pour le développement et pour l'aménagement de ce territoire. Donc le patrimoine, c'est quelque chose qui nous invite à l'exigence en matière d'architecture ou de paysage. Et donc quand on fait des réalisations comme ce bâtiment-là, on cherche à aller vers l'excellence architecturale, l'excellence environnementale. Donc on a un bâtiment qui répond aux normes les plus ambitieuses de la haute qualité environnementale à l'époque où il est construit. On a une isolation avec de la paille, on a des toitures végétalisées, c'est une ossature bois. Enfin voilà, le patrimoine, on le dit souvent pour nous, c'est un cheval de Troie quelque part pour faire de l'aménagement, de l'urbanisme, du paysage et faire que ce territoire retrouve une attractivité dans sa globalité. Et pour aller plus loin sur le sujet abordé aujourd'hui, je vous recommande 3 ouvrages. Le premier, Empreinte et Métamorphose, avec notamment plusieurs lieux en pleine reconversion. Le second, Le bassin minier entre ciel et terre, patrimoine du Nord-Pas-de-Calais. Tous les deux sont aux éditions Ouest France. Et enfin, pour se balader et découvrir les espaces naturels, au cœur de ce joli bassin minier, eh bien, il y a le topo guide Tour du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Voilà, ainsi s'achève cette émission au cœur du patrimoine et l'exploration du bassin minier. Autrefois bassin de vie méconnu et associé à une image sombre et triste, il devient depuis quelques années et grâce à sa reconnaissance par l'UNESCO une vitrine pour le Pas-de-Calais, véritable vecteur de dynamisme économique, social et culturel. Les lieux présentés aujourd'hui contribuent sans aucun doute au rayonnement de ce paysage évolutif vivant. Venez donc découvrir l'univers du bassin minier et sa mémoire en parcourant les quelques 120 km de site historique où l'éclectisme architectural apporte une diversité visuelle. À très bientôt.